74, le podcast vélo de Specialized avec Michael Carminati. Et ce podcast sera sous le signe du 3. En effet, nous allons aborder le sujet du triathlon, mais pas n'importe lequel triathlon. Celui qui fait rêver, celui qui reste gravé à tout jamais dans la tête des athlètes qui le font et le préparent, le triathlon olympique. Et en cette année 2024, l'ambition est grande. 3 Français et 3 Françaises seulement seront retenus pour participer et tous avec des chances de médaille olympique. De plus, Paris organisera 3 épreuves olympiques en triathlon. Et pour parler triathlon, nous serons 3 autour de la table. J'ai la chance d'accueillir Charlotte Morel, triple championne de France en ultra-distance, et Fred Belaubre, triple champion d'Europe. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Bonjour Charlotte, bonjour Fred. Salut Mika. Salut. Je suis super content de vous accueillir ici dans les locaux de Specialized Aubagne. Alors comme j'ai dit, on n'est pas dans un studio classique, on a la chance d'avoir un studio de luxe. Le magasin est ouvert, ça résonne un peu. On va avoir des clients qui vont rentrer, qui vont passer, peut-être choisir des selles, des chaussures, des vélos. Mais on va évoluer sur le podcast autour de ça. On a bu un petit café. D'ailleurs, Excellent petit café. Très très bon. J'invite les différents auditeurs qui seraient sur Marseille, Aubagne, La Ciotat à venir prendre un café et à découvrir le magasin aussi. On va vous présenter Charlotte, donc la maîtrise du triathlon, 3 fois championne de France 2015, 2016, 2017. Exactement, ouais. Donc 3 fois championne de France longue distance. Mais avant ça, j'ai commencé le triathlon par le court distance. Donc j'ai été 10 ans en équipe de France. J'ai fait quelques podiums sur Coupe du Monde et Coupe d'Europe sur court distance. Donc la fameuse distance olympique. Et puis après, je me suis orientée sur longue distance, qui était une distance plutôt qui me correspondait un petit peu mieux, parce que la partie vélo qui se fait sans drafting correspondait mieux à mes qualités de cycliste. Et j'ai voulu profiter de cet avantage-là sur des courses comme les Alpha Ironman et les Ironman, avec pas mal de podiums, effectivement, comme tu l'as dit, et notamment sur l'Ambraman, qui est une course que l'on connaît bien en France, et d'ailleurs pas très loin finalement d'Aubagne, hein. On a les Alpes à côté, donc c'est vrai que je me suis après spécialisée sur la longue distance. On accueille aussi Fred Belaubre. Salut Mika. 3 fois champion d'Europe, je le disais en introduction. On va parler des Jeux Olympiques, mais on a la chance que tu en aies participé à 2, qui sont Athènes en 2004 et Pékin en 2008, sur lesquels j'ai terminé 5e et 10e. On abordera le thème de la préparation, qu'elle soit mentale, physique. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est 4 longues années avant d'arriver. Il y a la thématique des sélections qu'on va aborder, qui sont assez dures. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce sport, par exemple ? Oui, c'est vrai que moi, au départ, j'étais nageur très jeune. J'ai eu un papa triathlète, on va dire, qui a lancé le triathlon en France dans les années 85. Donc, j'ai découvert la discipline très tôt et j'ai trouvé l'ambiance super. Je faisais beaucoup de longueur, la tête dans l'eau, avec le club de natation, et l'ambiance du triathlon m'a beaucoup séduit. Et j'ai commencé à courir et à rouler avec les copains, et c'était vraiment super. Et ensuite, j'ai intégré le sport-études à Boulouris à 15 ans. Donc tout de suite, une démarche plutôt axée sur la performance cette fois. Et les années juniors, puis seniors, et puis les Jeux Olympiques en ligne de mire rapidement également. Et en fait, les années, elles défilent, et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vite un parcours du combattant de vouloir participer aux Jeux Olympiques, mais à la fois, c'est aussi la beauté de cette épreuve. Et donc, ça m'a animé pendant presque 25 ans de triathlon, et il y a beaucoup de choses à dire. Une petite aparté, du coup, vous n'êtes plus athlète professionnel, vous êtes marié femme et vous avez créé une continuité ensemble qui s'appelle My Tribe. Charlotte, c'est quoi My Tribe ? En fait, My Tribe, c'est un accompagnement qu'on a souhaité proposer aux triathlètes amateurs, en fait à tous, pour un petit peu transmettre l'expérience que nous, on avait en tant qu'athlète, et puis en tant qu'entraîneur, puisqu'on a aussi suivi des formations, des diplômes. J'ai un master en STAPS aussi et tout ça. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement, parce que c'est vrai qu'avec Fred, on a peut-être cette valeur-là de partager un petit peu, d'aimer partager avec les athlètes nos connaissances, notre passion pour le triathlon. Et donc, on a créé My Tribe, qui propose du coaching individualisé, donc du coaching au quotidien pour tous les triathlètes, quels que soient leurs objectifs, et des stages qui les accompagnent sur leur préparation pour un objectif.
Fred, c'est combien d'athlètes, athlètes ou non-athlètes, mais c'est combien de personnes coachées aujourd'hui, MyTribe ? Ouais, maintenant, aujourd'hui, en 2024, c'est une énorme communauté. On compte pas les athlètes. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'être dans la proximité, dans le coaching et dans l'échange sur les stages, l'échange physique. Du coup, la communauté grandit, mais il y a des athlètes qui préparent un objectif pendant 6 mois et puis qui vont arrêter ensuite. Donc, le chiffre est très variable. Ce qui est sûr, c'est que nous, on s'est entouré aussi d'autres coachs de confiance pour continuer de faire grandir la communauté et d'apporter toujours plus de conseils et garder la proximité. Donc on est maintenant une petite team de coachs. Il y a des coachs aussi qui viennent nous aider sur les stages. On a même une cuisinière hors pair qui vient pour compléter l'équipe. Mais voilà, j'ai pas un chiffre précis, mais c'est sûr que la communauté grandit et on a même un nouveau projet professionnel qui est d'avoir créé une plateforme d'entraînement pour continuer d'améliorer la proximité avec les athlètes. Donc tu vois, on se donne pas de limites et voilà, c'est ce qui est sympa aussi dans notre quotidien. 74, le podcast vélo de Specialized, Michael Carminati. On va parler des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc les 30, 31 juillet et 5 août, il y aura donc 3 épreuves, une épreuve masculine et puis un relais mixte. On va laisser un tout petit peu de côté pour l'instant le relais mixte. On va juste parler déjà de l'épreuve principale, l'épreuve dite triathlon olympique. Fred, peut-être nous faire un bon explicatif sur ce que c'est qu'un triathlon longue distance et puis un triathlon olympique. Il faut rappeler rapidement qu'il y a quand même 2 sports dans le triathlon très distincts, c'est le long et le court. Sur le court, sur la distance olympique, donc S, M, les distances, ça représente à peu près 1 heure d'effort ou 2 heures pour la distance olympique. À comparer du longue distance, on est plutôt sur des 4, 5, 8, 10, 15 heures d'effort. Donc déjà, la stratégie est pas du tout la même, mais surtout, la partie vélo est complètement différente puisqu'on va plutôt ressembler à une épreuve de cyclisme pour la partie vélo sur le court distance. Donc pour ceux qui vont regarder les Jeux Olympiques, et je pense qu'ils vont être nombreux à Paris en 2024, la distance olympique, on verra des athlètes en paquet avec beaucoup de stratégies, des attaques, des virages, un peu comme un critérium en vélo où il va y avoir des relances et ça va s'observer un petit peu et peut-être même des alliances entre athlètes plus ou moins adversaires. Donc ça va être super intéressant d'observer un peu les stratégies et les rôles de chacun. Alors que sur le longue distance, les distances étant plus longues, on peut avoir des règles un peu plus strictes et un effort plus solitaire. Donc ce travail d'équipe est interdit sur le triathlon longue distance. On n'a pas le droit d'être dans la roue d'un autre coéquipier. Il faut observer une distance de 7 mètres. Il y a des arbitres qui sont là pour mettre des cartons pour les athlètes qui roulent un peu trop en groupe. Donc on est sur des efforts complètement différents. Charlotte, quelles sont les distances et quels sont les parcours ? Quelles seront les distances ? Alors, la distance olympique, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Comme l'a souligné Fred, c'est un parcours qui va être très technique puisque c'est sous forme un peu de critérium, donc avec 7 tours de 5,8 km sur la partie vélo. Beaucoup de relances même de secteurs pavés sur les Champs-Élysées, donc ça va être très technique. Il va y avoir, je pense, des gros pics de puissance pour les athlètes. Donc c'est un parcours vélo très intense. Et sur la partie course à pied, on est pareil sur 4 boucles de 2,5 km, donc ce qui va permettre d'avoir aussi un parcours très spectaculaire parce qu'on va aussi pouvoir sur place ou même à la télé voir passer les athlètes plusieurs fois devant la ligne d'arrivée avant de franchir cette ligne. Donc ça va être vraiment un vrai spectacle et c'est ce qui fait la différence aussi entre un court distance olympique qui est très spectaculaire, très médiatique, très rapide, avec un triathlon longue distance où il y a quand même plus de gestion individuelle, gestion d'allure et qui se fait plutôt sur la durée. Après, le départ, il se fait du pont Alexandre III.
Ouais, en plein cœur de Paris, je pense que là, il va y avoir du monde sur le bord de la route pour encourager tous les athlètes et encore plus l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'on a une chance incroyable d'avoir cette épreuve olympique. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de toutes les disciplines. On est en plein cœur de Paris sur un format où il y a plusieurs boucles, on va voir plusieurs fois les athlètes. On sera quasiment au contact vraiment des athlètes. On n'est pas dans des gradins à 100 mètres du spectacle. Là, ils vont passer à 1 mètre de nous et il va falloir se lever tôt. Nous, on a prévu se lever tôt pour aller se placer sur les bords du parcours où on va vraiment en prendre plein les yeux. Ça veut dire que le vélo va faire mal pour la course à pied qui va arriver derrière. C'est un effort qui est moins linéaire. On va avoir des gros pics de puissance sur les relances, après les virages, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un parcours vélo qui peut être très usant. Comme disait Fred, stratégiquement, il y a les gros nageurs-rouleurs qui vont vouloir un petit peu fatiguer les gros coureurs à pied. Et donc, oui, tactiquement, c'est vrai que ça va rouler certainement très, très fort. Et ça peut, pour certains, beaucoup jouer sur la course à pied, sur la partie course à pied. Ça laisse des traces. Oui, tout à fait. Oui, un petit peu comme en vélo où on va essayer d'arriver sur les derniers kilomètres sans un sprinter dans la roue, sinon on sait qu'on n'a aucune chance de remporter la victoire. Là, c'est un petit peu pareil sur le triathlon, quand on sait on connaît chacun les profils de ses adversaires. Donc, il y a des excellents coureurs à pied qu'il faut essayer d'extraire de l'équation dès la partie natation, en nageant très fort, en roulant très fort dès le début, tout de suite, on monte sur le vélo, ça part à fond, et on va créer des alliances avec d'autres triathlètes qui sont là et qui sont peut-être pas forcément très très rapides en course à pied. Mais le coureur à pied, lui, qui est très bon en course à pied, lui, il va tout faire pour justement profiter de cette aspiration pour être tout de suite dans le bon coup dès la sortie de l'eau et dès les premiers kilomètres vélo. Au point de vue technique et vélo, ça veut dire que donc le vélo avec prolongateur est interdit. On est sur des vélos type classique. Alors, chez nous, chez Specialized, ça s'apparente à du tarmac SL8. Ça veut dire qu'en gros, il y a aucune amélioration, si ce n'est que d'avoir des roues un peu plus profilées, des choses comme ça. L'aéro, pour moi, est un paramètre vraiment important malgré tout. Peut-être pas sur la position du coureur, puisqu'il y a des relais qui sont pris. Maintenant, dès que quelques watts sont économisés, c'est aussi les gains marginaux qui séparent une victoire d'une deuxième ou une quatrième place. Donc tout est bon à prendre, et l'aérodynamisme du SL8 sera un allié pour tous les triathlètes qui vont vouloir prendre des relais et s'exposer sur la partie vélo. La troisième course, ce sera ce fameux relais mixte. C'est un format qui est, alors, entre parenthèses, nouveau depuis Tokyo. Ça consiste en quoi, le relais mixte ? Le relais mixte, c'est un format nouveau, inédit un petit peu et ultra rapide. C'est un format même plus court qu'un XS, donc 300 mètres de natation, 6 km à peine de vélo et 1,8 km à pied. Donc c'est très très rapide, ça fait moins de 20 minutes. Ça fait moins de 20 minutes par relayeur. C'est donc un relais de 4 athlètes avec une femme, un homme, donc c'est un relais mixte, une épreuve mixte, et ça change un petit peu du caractère individuel de la discipline du triathlon de base, quoi, puisque là on associe donc un triathlon individuel, mais sous la dimension collective, donc avec 4 épreuves qui se succèdent et une dimension du coup de course par équipe. Donc ça change un petit peu l'origine un peu du triathlon qui est un sport individuel, puisqu'on transforme ça en course par équipe, et ça donne une dimension aussi très spectaculaire, très médiatique, très rapide. Au niveau des stratégies de course, il y a plein de choses à mettre en place, comme disait Fred, des alliances aussi entre pays. Il y a beaucoup de suspense en fait, parce que la distance étant très courte, c'est, comme tu le disais Charlotte, c'est un gros quart d'heure d'effort. Il y a beaucoup moins de gestion physiologique. On est quasiment à fond du début à la fin, et ce qui fait que même si on se retrouve seul devant, on ne peut pas se permettre d'attendre un adversaire et de faire une alliance. Parfois il faut prendre ses responsabilités et puis se donner à fond jusqu'au bout et essayer de passer le relais à son coéquipier français avec cette petite avance qui sera toujours bonne à prendre.
Donc derrière, si ça s'organise, il peut se passer des choses. Et c'est ça qui est sympa sur le relais mix, c'est très télévisuel, puisqu'on peut avoir des rebondissements incroyables sur une course où il y a une nation qui va être après les 3 premiers relayeurs avec, 30 secondes d'avance, autant dire un wagon, et ça y est, presque, tu dis, c'est bon, hein, j'arrête de regarder, ça y est, ils ont gagné, tu commences à sortir le champagne du frigo, du congèle, et en fait non, parce que le dernier relayeur, c'est peut-être le maillon faible, et à l'inverse, toutes les autres nations ont placé leur point fort sur la fin. Le premier relayeur, il se retrouve tout seul, donc il va moins vite, il se fait rattraper en vélo, et au final, il est même pas sur le podium. Donc le champagne, il retourne au frigo. Mais c'est ça qui est sympa sur l'aspect suspense, spectacle. Donc ça veut dire aussi que le sélectionneur doit faire une proposition au jour J avec les plus et les moins de chaque coureur, mais aussi avec le niveau de forme à ce moment-là. Exactement. Et le choix se fait aussi au dernier moment sur l'ordre de qui va partir en premier, deuxième, troisième, quatrième. Comment déjà ça se passe dans la tête et dans la préparation ? Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à se dire, les athlètes, c'est bon, c'est facile, c'est leur métier. C'est 4 ans de travail. Ensuite, il y a l'histoire on en parlera tout à l'heure, mais des sélectionnables ou pas sélectionnables. On a la chance en France, en plus, d'avoir un vivier énorme. Alors c'est vrai, là tu as abordé beaucoup de sujets dans cette question, et c'est vrai que déjà avec l'équipe de France actuelle, tu as l'impression que tout le monde est champion du monde, et la France est la nation forte en ce moment chez les hommes et chez les femmes, mais ça l'a pas toujours été. Alors est-ce que le fait que les Jeux soient à Paris en 2024 a donné ce petit supplément de motivation ou de moyens ou de ressources pour permettre aux athlètes de performer, mais la vie du triathlète est très compliquée. Il y a 3 sports à maîtriser. Pour un athlète pro, ça n'a pas toujours été comme ça. La France n'a pas toujours été la nation forte du triathlon. Et là donc on va avoir un super spectacle, mais en plus de ça, la prépa olympique, c'est vrai que c'est quand même, il faut le dire, un parcours du combattant. C'est 4 années avec une pression quotidienne et régulière. C'est pas juste à un mois des Jeux, il faut être en forme et on est qualifié. La qualification, elle dure 4 ans pour être en équipe de France et toujours aux avant-postes et présent dans cette équipe de France. Il faut être performant toutes les saisons de ces 4 années, voire même un peu avant, pour être dans le collimateur des sélectionneurs. Et donc il y a cette petite pression au quotidien, une blessure qui est vite soignée, c'est pas trop un problème, mais une blessure qui en entraîne une autre, puis une autre, on peut sortir du système, et après ça devient très compliqué, il faut remarquer des points. Il y a le ranking international qui a une accumulation de points sur les courses internationales, mais il y a aussi le regard de la fédération. Et le regard de la fédération, il est sévère. On peut être écarté du projet. Et là, il faut repartir sur les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde, remarquer des points, refaire ses preuves. Et on le voit là pour cette qualification olympique. On a 4 athlètes qui sont des chances de médaille. Et il y en a un de ces 4-là, chez les hommes, qui n'ira pas au jeu. Et ça prouve la difficulté de cette qualification olympique. Charlotte, les sélections, tu disais qu'elles seront dévoilées au mois de juin ? Oui, c'est ça, la fin de période de sélection olympique, elle est 27 mai. Donc début juin, on aura la sélection officielle. Il y a déjà 2 athlètes chez les hommes qui ont rempli des critères de droit, donc Dorian Coninx et Pierre Lecor. Et il y a donc Cassandre Beaugrand chez les femmes qui a réalisé un critère de droit. Mais c'est vrai que cette année, on a 4, comme disait Fred, on a 4 athlètes qui peuvent faire une médaille olympique. Donc ça va être forcément dur pour l'un d'entre eux. Et moi déjà, ça me crève le cœur pour lui parce qu'il regardera les Jeux à la télévision ou en tant que remplaçant. Mais c'est tellement dur quand tu vois le niveau de la France actuellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un superbe spectacle parce que c'est en France, les athlètes ils vont être portés, ils vont être chez eux
Et ils ont vraiment Dorian donc, est champion du monde en titre. Champion du monde en l'année titre, passée, Dorian, oui, tout à fait. avec un podium sur le dernier test event, donc c'est là qu'il prend son critère. Donc vraiment, voilà, c'est une grosse chance de médaille. Et puis derrière, il y a les autres gars, donc Léo. Il y a Léo qui a été champion du monde juste avant Dorian, donc 2022. Dorian, c'était en 2023. Vincent a été champion du monde 2 fois, 2019-2020. Ça en fait des champions du monde qui sont là en train d'essayer de gagner leur place. Et on voit que malgré tous ces titres, les passages obligatoires imposés par la Fédé pour remporter, pour valider un critère de sélection n'est pas si facile. Chez les femmes, Charlotte, quels sont les noms qu'on peut donner ? C'est vrai que Cassandre, donc elle a, je pense, une expérience qu'elle a accumulée avec les années, et puis elle fait preuve du coup de plus de régularité. Elle a fait un podium, donc elle est 2e l'année passée sur le test event à Paris, donc je pense que c'est une réelle chance de médaille. Et ce serait fou. Mais il y a aussi la jeune Emma Lombardi, qui a 22 ans seulement, qui fait du triathlon depuis pas très longtemps, mais qui a un potentiel et une détermination vraiment incroyable. Elle en veut, nous on la voit au quotidien parce qu'elle s'entraîne au Krebs de Bouloris, donc où on habite et où on a aussi passé une dizaine d'années avec Fred quand on était plus jeune, donc à sa place. Et c'est vrai qu'on la voit, moi je trouve qu'elle est incroyable, cette athlète. Je pense que Emma, elle est très très jeune, mais elle a le potentiel d'une très grande championne, et que dès cette année à Paris, c'est une grande chance de médaille pour la France aussi. Et voilà, il ne faut pas oublier aussi Léonie Perriot, donc la 3e française actuellement, qui est actuellement la meilleure place sur les JO à Tokyo, avec une 5e place. Donc je pense que Léonie, elle est capable de sortir la course d'un jour. C'est un peu une athlète qui est capable d'avoir ce petit plus sur un championnat, un Jeux Olympiques, et qui peut être très très surprenante et très très forte. Et c'est pareil, elle s'entraîne aussi à Bouloris avec le groupe de Léo Bergère, et on la voit passer sur ses séances à pied. On l'aperçoit, je dirais même, parce qu'elle va tellement vite qu'on la voit à peine passer. Donc je pense que Léonie, comme Léo d'ailleurs, ils sont bien en forme, ils s'entraînent très dur, on les voit au quotidien, et je pense que voilà, elle peut aussi sur la course d'un jour faire une très très belle performance, donc faut y penser aussi. C'est là qu'est toute la difficulté, c'est la course d'un jour. C'est-à-dire qu'on peut très bien être en forme sur une saison. Lorsqu'on fait plusieurs épreuves, du coup, on a une certaine régularité. Mais arriver en forme le 30 juillet, qui est toutes les planètes alignées, ça, c'est hyper compliqué. Ce qui fait qu'il y a des athlètes qui sont peut-être très performants, qui peuvent être un peu plus bas dans le classement ou passer à côté, comme d'autres qui peuvent peut-être sortir un super grand coup du chapeau. Oui, tout à fait. Le championnat du monde se dispute sur plusieurs épreuves. Donc, pour être champion du monde, il y a une finale, c'est vrai, mais le titre de champion du monde, il est attribué à celui qui a fait aussi preuve de régularité, et ça laisse le droit à une erreur ou une contre-perf. Alors que les JO, c'est la course d'un jour, mais c'est même tous les 4 ans. Donc, cette performance, il faut la préparer pendant 4 ans. On peut même donc se dire qu'on va monter en puissance pour arriver le jour J en forme, et se donner donc ce qu'on peut appeler les macro-cycles de préparation pour vraiment être monter en puissance et continuer de progresser, travailler sur des critères physiologiques qu'on va vraiment faire évoluer sur plusieurs années. Et aussi, par rapport à un championnat du monde ou un championnat d'Europe, cette course est ultra médiatique. D'une part, et en plus on a un nombre de participants limité à 55 athlètes. Donc si vraiment je prends le triathlon, on est sur une course inédite qui n'a lieu jamais pendant 4 ans, qui n'a jamais lieu, et donc il y a des scénarios qui peuvent arriver complètement soudains, hallucinants et imprévus, avec des athlètes qui vont en mode kamikaze, qui vont saisir cette opportunité de tenter leur chance, parce qu'ils ont eu une préparation hors norme, événement hors norme, préparation hors norme, les médias, la télé, un coup de projecteur, un coup de folie, et donc le scénario de course va être différent de d'habitude. On va avoir des athlètes qui vont, pour ainsi dire, se sacrifier pour peser sur la course, pour peser sur la stratégie de course,
et qui sait, vont peut-être tenir jusqu'à un certain point assez proche de l'arrivée, et donc vont semer le doute dans la tête de certains autres, voire même créer des dynamiques de course complètement nouvelles. Et ça, il faut être prêt à ces stratégies de course, à ces scénarios de course un petit peu différents. Et donc il faut être fort partout, il faut être réactif, il faut sentir les choses aussi, être capable de réagir au quart de seconde pour sauter dans une roue quand on connaît un athlète très fort en vélo par exemple, et un athlète qui n'est pas forcément là d'habitude, et là il y a une échappée qui va partir à ce moment-là. Ça veut dire qu'au préalable d'une compétition, on a quand même étudié ces concurrents-là. Exactement, il faut être stratège, il faut être observateur pendant la course. Mais ça, je dirais que tous les athlètes se connaissent. Et par exemple, le vice-champion olympique à Tokyo en 2021, il a la grosse étiquette sur Paris. Ça va être un client. On parle beaucoup de l'équipe de France, mais évidemment, il n'y a pas que les Français quand même, hein. Il va y avoir des gros clients, notamment sur la partie course à pied, cet Anglais qui s'appelle Yi, et qui a le meilleur chrono en course à pied sur le test event. Pour ceux qui ont regardé la course, il a atomisé la course à pied. Donc on parle beaucoup des Français, mais il y a cet Anglais qui court, qui vient de l'athlétisme, donc qui court à des vitesses folles, et qui maintenant nage suffisamment bien et roule suffisamment bien pour être présent au bon moment. Donc par exemple, lui, ça va être un peu la bête noire des Français sur la partie course à pied, mais il y en a d'autres qui vont être aussi à suivre sur la partie vélo, et des excellents nageurs à qui il va falloir aller chercher les pieds, mais ça, les Français, on va dire qu'ils sont plutôt bien placés sur la partie natation. Au niveau des Françaises, Charlotte, sur le niveau international, on a des noms? C'est un petit peu pareil. Il y a aussi la nation, les Anglaises qui sont favorites. Et en plus, il y a une très belle densité, donc il n'y en a pas qu'une. Elles sont premières à tour de rôle. Je pense que c'est la nation dominante actuellement, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a aussi la championne olympique en titre, Flora Duffy, qui peut être très performante. Il y a vraiment une densité de folie. Je pense que sur les 55 partantes, tout peut se passer. C'est la course d'un jour, et comme dit Fred, on peut avoir des belles surprises. Enfin, des surprises en tout cas. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Fred, on va revenir sur ton expérience à toi. Les premiers jeux, ça se passe comment ? Alors, je reviens en 2000 pour le début de cette préparation olympique qui est à Athènes. Donc 2000, moi je suis encore junior. Je gagne le titre de champion du monde junior. Et cette année-là, le triathlon entre au jeu. Donc on est au mois d'août. Le triathlon à Sydney, Jeux olympiques de 2000. Le triathlon qui est rentré au jeu, un fait exprès, moi je m'entraîne avec 2 sélectionnés olympiques que je vois tous les jours à l'entraînement, alors qu'ils sont un peu devant encore, hein. Moi j'étais que junior, qui sont Olivier Marceau et Karl Blasco. Et donc c'est des potes. Et évidemment, donc je suis comme un fou devant la télé. Ce qui est sympa, c'est que pour rentrer dans le détail, en fait, il y a un écran géant qui est mis sur une compète que moi à laquelle j'avais participé ce jour-là. Et le soir, donc grosse soirée autour de l'événement olympique. Et donc avec le décalage horaire, il est minuit ou un truc comme ça, et on est tous devant l'écran géant. Et là, je vois mes potes d'entraînement à la télé, et Olive Marceau qui est champion du monde en titre cette année-là, qui fait une échappée en vélo, donc on voit que lui pendant toute la course. Et là, moi, j'étais comme un fou. Je me disais, j'étais encore junior, donc j'avais les Jeux, et il n'y avait jamais eu le triathlon aux Jeux Olympiques, donc on ne peut pas dire qu'à cette époque-là, je rêvais déjà de Jeux Olympiques. Mais j'ai découvert cette magie des Jeux qui avait propulsé le triathlon sur cet écran géant. C'était quand même extraordinaire, et tous ces spectateurs, tout cet engouement autour des Jeux, la beauté du spectacle, je me suis dit c'est ça, c'est là, moi dans 4 ans, c'est là que je veux être. Et
Et maintenant, à partir de demain, tous les matins, quand je vais me lever, il va falloir que je fasse quelque chose qui me permettra d'aller aux Jeux Olympiques dans 4 ans. Et quand ils sont revenus, ça a été encore pire parce qu'ils m'ont raconté le village, tout, l'atmosphère, le spectacle et puis même la course en elle-même. Et donc, ça a renforcé encore plus ma motivation. Et c'était donc parti pour ces 4 années de rêve, d'ambition et de travail quotidien. Et là, j'étais dans un sport-études, donc j'étais vraiment super bien entouré. Mais le parcours du combattant commençait. J'étais jeune et dès la première année, en fait, je suis passé senior en 2021, donc le début de ces 4 années. Et ça a été des courses de qualification, des tests, être observé, monter à Paris pour avoir des données physiologiques sur mes capacités en vélo, en course à pied, en natation. Tous les ans, les compétitions, les résultats qui sont observés, disséqués aussi par les sélectionneurs. Et ce premier écrémage qui est fait dès la première année. Alors c'est vrai que c'est assez large et c'est pas parce qu'on est sorti du système en première année qu'on ne peut pas y revenir. Mais il y a quand même cette petite présence d'esprit où on a envie d'être tout de suite dans le système et de répondre présent dès la première année aux rendez-vous qui sont proposés par la Fédé, donc c'est-à-dire championnat d'Europe, championnat du monde. Et ça se répète en fait chaque année avec cet objectif d'être de plus en plus performant au fur et à mesure des années jusqu'à cette épreuve olympique. Et plus ça se rapproche, plus les taux se resserrent. On passe de 12 places à 8, puis 10, 8. Et le jour J, c'est au maximum 3 places pour les hommes aux Jeux Olympiques. Donc là, 3 places, ça commence à être un peu chaud. Il y a tout le monde qui veut participer aux Jeux. Ça veut dire que dans la tête, depuis le début, tu as ce cran de pression qui monte, quoi. Voilà, exactement. Cet étau qui se resserre au fur et à mesure des années. Et plus on se rapproche de l'objectif à N-1, on est sur quelque chose de très précis. C'est-à-dire que pour être qualifié aux Jeux, et on sait que c'est très important d'être qualifié à N-1, ça permet de gérer l'année olympique avec un peu moins de pression, un peu moins de rendez-vous obligatoires aussi sur les compétitions. Il y aura juste à confirmer l'année des Jeux et donc de calculer son pic de forme vraiment pour les Jeux. Alors que si on n'est pas qualifié aux Jeux, il faut avoir 2 pics de forme. Un pour le critère de qualif à 3 mois des Jeux et un autre aux Jeux. Et quand on voit la pression que c'est de se qualifier, c'est mieux d'étaler ça sur 2 ans, c'est-à-dire se qualifier l'année précédente. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. Donc on est en 2023, critère de championnat du monde, c'était top 10 je crois, en Nouvelle-Zélande au mois de décembre, donc le décalage horaire, fatigue, etc. 2003. 2003. Je me vois pas vieillir moi, donc voilà. On l'a refait. Donc on est en 2003. Donc on est en 2003 en Nouvelle-Zélande au mois de décembre et il faut faire un top 10 au championnat du monde, top 10. Donc voilà, il y a toujours cette pression. Moi j'ai 23 ans, je rêve des Jeux depuis toujours. Je me suis bien préparé, mais voilà, il y a un passage obligatoire. Je crois que c'est top 8 même. Et donc je remplis le critère ce jour-là. Donc voilà, grosse satisfaction. Mon entraîneur établit tout de suite la map jusqu'aux Jeux Olympiques grâce à ce critère. Et là, on aurait tendance à se dire, voilà, la pression redescend. Tu fais ta meilleure place au championnat du monde. Et donc tu te qualifies aux Jeux Olympiques, mais en fait la pression elle redescend pas du tout parce que maintenant on est tout de suite les yeux projetés sur ces Jeux Olympiques qu'il y a dans 6 mois. Et c'est un peu ça le problème de ces 4 années de prépa olympique qui vont amener un athlète jusqu'au JO, c'est qu'en fait à chaque fois qu'un passage obligatoire, qu'un grand rendez-vous est validé, au lieu de pouvoir faire redescendre la pression, mais en fait, il y a un nouveau truc qui vient s'ajouter dans la roadmap. Et donc, il y a une pression qui reste stagne, voire même qui augmente pendant ces 4 années jusqu'au JO avec de l'adversité en permanence.
Mais voilà, c'est aussi ce qui fait la beauté des Jeux. Chose qu'on se rend pas forcément compte, nous, en tant que public. C'est-à-dire qu'au contraire, nous, on aurait tendance à se dire, Fred, il fait une super place au championnat du monde, du coup, ça va être hyper facile aux Jeux Olympiques. Alors qu'en fait, c'est une pression supplémentaire. Alors à l'époque, toi, Fred, tu avais les médias, peut-être qui venaient t'en parler fréquemment. C'était la presse qui mettait un peu la pression. Oui, c'est sûr que là, si on fait le parallèle avec Paris 2024 et les Jeux en France, c'est sûr que à l'époque, il y avait aussi toute cette pression des médias. Le quotidien d'un athlète qualifié aux Jeux, c'est pour un triathlète, c'est 30-35 heures d'entraînement. Mais finalement, l'entraînement, il continue le soir. Il y a toutes les sollicitations partenaires, médiatiques. Ça fait partie du job. Et un athlète, il se doit de communiquer aussi sur sa pratique pour déjà pour remercier un peu, c'est le retour, j'allais dire le revers de la médaille, mais c'est pas négatif, hein, mais communiquer sur sa pratique, ça fait partie de son job aussi pour remercier tous ceux qui lui permettent de vivre de sa passion, que ce soit les médias ou les partenaires. Donc le soir, voilà, le week-end ou sur des moments ponctuels, il faut inclure dans son emploi du temps toute cette charge de travail supplémentaire. Donc l'emploi du temps est vraiment super chargé. Et je vais vous poser la question à tous les deux, mais à l'époque, il n'y avait que la presse, que les médias, un petit peu le public, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On a entendu Quentin Fillon-Maillet très récemment faire un discours après une course de biathlon en disant que voilà, la pression de la critique des réseaux sociaux, même si c'est une minorité, elle est dure à gérer. Ouais, je pense que chez les triathlètes amateurs et les triathlètes professionnels, les réseaux sociaux changent la donne. Hein. Il y a, en 2000, voilà, on est en 2024 maintenant. Le monde extérieur est beaucoup plus ouvert. On est notre propre média aussi en tant qu'athlète. Donc c'est vrai qu'on peut s'exposer plus facilement, mais il y a aussi, on s'expose forcément à la critique. Donc c'est un paramètre qu'il va falloir gérer, surtout pour les Jeux de Paris. Surtout que je pense qu'au niveau médiatique, à Paris, les athlètes français vont être encore plus attendus et vont être exposés à une pression plus importante. Donc ça va être vraiment un paramètre à gérer et qui va certainement aussi jouer dans la performance des athlètes, je pense, parce que cette façon de gérer la pression, que ce soit des réseaux sociaux ou des médias, elle va être vraiment primordiale pour pas se perdre son énergie là-dedans, en fait, finalement, et être suffisamment sur les réseaux, parce que on en a besoin, hein, pour forcément, on doit parler de ses partenaires, on doit, ça fait aussi partie du job d'athlète, mais rester suffisamment en retrait pour aussi garder cette énergie et pas s'exposer à de la pression négative, en tout cas, quoi. Fred, si aujourd'hui tu devais refaire justement des Jeux Olympiques avec les réseaux sociaux? Oui, c'est sûr qu'à mon époque, on en parlait tout à l'heure, il y avait toute cette pression, cette organisation et tous les médias et les sollicitations à inclure dans son quotidien. Maintenant, avec les réseaux sociaux, je dirais que ça a encore franchi un cap à ce niveau-là. Et ce que je me dis, c'est que au début des réseaux sociaux, il y a des athlètes qui ont pu être un peu traumatisés et touchés par des commentaires malveillants. Maintenant, les athlètes, ils sont entourés, donc ils ont aussi cette force de savoir s'adapter. Et je dirais que ça fait partie, encore une fois, c'est encore une nouvelle corde à leur arc qu'il faut avoir, c'est-à-dire savoir prendre du recul, savoir se protéger et voilà, prendre ce qu'il y a de bon à prendre, mais aussi faire la part des choses entre un mauvais commentaire d'un anonyme
qui va être posé là comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas d'où il sort et il peut avoir des conséquences entre guillemets dramatiques pour certains. Et je pense que l'athlète maintenant, ils savent s'entourer des bonnes personnes qui vont les réconforter, qui vont leur permettre de fermer les yeux sur certaines choses et de prendre finalement que le bon côté, parce qu'il faut on parle beaucoup de manière négative de tous ces commentaires malveillants, mais à la fois il y a des athlètes qui sont complètement survoltés et boostés par d'autres commentaires bienveillants et sentir une communauté derrière soi. Mais c'est énorme. Moi, je me servais beaucoup des encouragements du public, des messages que je recevais par fax, par mail ou dans la presse. Mais non, ça va, je suis pas si vieux que ça. Mais moi, ou même pendant la course et les encouragements, moi, je fonctionnais pas mal à l'affect quand même. Et je pense que voilà, il faut pas que tirer à boulet rouge sur les réseaux sociaux. C'est quand même une force aussi d'être proche de sa communauté, mais c'est un outil qu'il faut maîtriser et s'il y a des athlètes qui sont trop sensibles, je pense qu'il faut faire appel à des professionnels pour apprendre à faire la part des choses et se protéger de certains paramètres des réseaux. Ouais. 74, le podcast vélo de Specialized, Michael Carminati. Comment l'athlète il est lors de la course? C'est-à-dire qu'est-ce que toi, tu étais dans ta bulle et complètement hermétique? Tu l'as dit tout à l'heure, les athlètes vont passer à proximité du public qui va être nombreux à Paris, c'est magnifique. Toi, tu étais dans ta bulle, tu arrivais à entendre peut-être des encouragements de Charlotte, de certains membres de l'équipe de France, où tu es complètement hermétique et il n'y a rien qui sort. Comment ça se passe? Alors je pense, si je me réfère à ma propre expérience, je me rappelle qu'on m'avait tellement briefé sur le côté distraction qui est présent sur le village olympique, sur l'avant-course, que en fait je m'étais fait une bulle en béton armé déjà avant d'arriver, parce que on m'avait dit, tu vas voir, c'est incroyable, les Jeux Olympiques, c'est un village, tout est gratuit, tout est à portée de main, il y a toutes les stars que tu peux admirer au quotidien qui sont là à côté de toi. Si tu veux manger des choses qui sont pas forcément recommandées pour ta compétition, elles sont déjà dans ta main, que t'as rien fait. Tu peux manger des pizzas matin, midi et soir à 14h, à midi, à minuit, à 2h du mat'. Il faut quand même, alors ça paraît évident maintenant, mais en 2004, quand tu te retrouves projeté au milieu du village comme ça, au milieu des recordman du monde, des joueurs de basket de la NBA, des recordman du monde du 5000, du 10 000, les cyclistes professionnels, en fait tu sors de ta course assez rapidement et tu deviens spectateur. Et c'était ça le terme qui m'a marqué, c'est attention, ne deviens pas spectateur de ta propre course quand tu vas arriver là-bas. Donc j'étais bien préparé, j'étais bien dans ma bulle et en effet je suis arrivé là-bas et je fais d'accord, c'est le Euro Disney du sportif, c'est un parc d'attractions en fait, mais sauf que toi t'as pas encore couru, donc il faut rester concentré et ça pour vraiment répondre à ta question, le jour de la course c'est un peu pareil. Tu vas amener ton vélo dans l'aire de transition, tu as des portiques de sécurité de partout, il faut cacher des logos, enfin la procédure, la logistique des jeux, c'est énorme aussi. Et ça peut te sortir de ta course. Donc le jour de la course, tu es bien concentré comme un championnat du monde. Faut pas se rajouter une pression non plus extra habituelle parce que c'est les jeux, parce que ça pourrait être néfaste. Mais du coup, pendant le déroulé de la course, il y a tellement de bruit autour que tu distingues pas forcément la parole du coach que tu avais envie d'entendre parce qu'il y a un brouhaha énorme, mais tu vas quand même choper des petites phrases comme ça qui vont te percuter pendant ta course. Tu as beau être concentré, tu regardes devant toi, mais tu vois un visage, tu entends une phrase. C'est des choses qui vont te booster. Il y a ce brouhaha continu qui te booste, qui te pousse, qui te fait voler en fait. Et puis de temps en temps, une petite phrase ou une voix que tu vas reconnaître ou un visage que tu vois. Et là, bam,
tu as envie de, de poser une mine parce que tu as un boost d'adrénaline d'un seul coup. Mais c'est aussi le travail d'absorber cette émotion et de pas s'enflammer parce que ça reste un sport d'endurance. Et donc d'emmagasiner un peu toute cette émotion pour la répartir sur la longueur de la course, ça aussi c'est un travail qu'il faut être capable de faire. Et la seconde fois, du coup, on arrive avec un peu plus d'expérience. Ça veut dire qu'on appréhende moins, on est plus concentré, ou c'est encore quelque chose de différent? La seconde fois, le problème c'est que comme c'est la seconde fois, on se dit qu'il faut faire mieux que la première. Donc en réalité, la pression, elle est encore énorme. Et c'est difficile de se servir vraiment de l'expérience. C'est une autre ville, une autre atmosphère, un autre enjeu. Donc je dirais que avoir une expérience olympique c'est bien, mais étant donné que moi ma première expérience olympique s'était super bien passée, j'avais tout autant de pression à la deuxième et puis c'était différent, on n'était pas tout à fait dans le village, il y avait d'autres paramètres à gérer, d'autres enjeux, donc finalement la pression elle était tout autant présente et c'était une autre aventure, 4 années différentes aussi. Donc voilà, deux aventures complètement différentes durant lesquelles j'ai tiré énormément de bons souvenirs, d'expériences incroyables, de personnes rencontrées qui m'ont fait évoluer en tant qu'homme aussi. Donc ces 2 expériences de 8 années de préparation olympique ont été complètement dingues. Et je retiens pas forcément ces 2 courses et ces deux fois 2 heures de sport qui ont été les Jeux Olympiques. Moi, je retiens ces 12 années de rencontres, de partage, de challenge, de séances de dingue que j'ai passées. Ça aussi, c'est des souvenirs avec des partenaires d'entraînement. Mon coach qui m'a aussi suivi pendant toute cette période. Voilà, c'est tout ça les Jeux Olympiques. Et en fait, on va vraiment pousser tous les curseurs à fond parce que c'est les Jeux. Et le fait de pousser tous ces curseurs à fond pendant 4 ans, ça nous fait vivre une aventure de fou. Charlotte, du coup, quand on vit à côté de quelqu'un qui prépare un triathlon olympique, quelle place on a et comment on accompagne? C'est vrai que Fred, c'est une personne, un athlète très perfectionniste. Donc sur les Jeux Olympiques, il allait au bout de tout ce qu'il pouvait mettre en place pour donner vraiment la meilleure version de lui-même le jour J. Et moi, je l'ai vu évoluer surtout sur sa deuxième Olympiade où finalement la dernière année, l'année pré-olympique, elle devenait vraiment très importante et où finalement les à côté, c'était secondaire. Alors je vais pas dire que j'étais secondaire, mais presque. Mais c'est vrai que son seul but le matin, il se levait, c'était pour l'entraînement, pour améliorer sa récupération, donc il y avait rien qui se mettait en travers de son chemin. Et en tout cas, c'est vrai que ça, de ce côté-là, je pense qu'il est vraiment allé, il a donné tout ce qu'il pouvait pour réussir sa préparation. Et moi, je me rappelle même les 2 derniers mois avant cette épreuve-là. Déjà, il était en stage, donc je ne l'ai pas vu. Et puis, la seule seconde où je l'ai revu, c'était la veille des Jeux Olympiques. Et il avait 30 secondes à m'accorder, mais pas plus. Parce que il avait besoin de me voir. Je pense que ça lui avait fait vraiment beaucoup de bien. Mais comme il disait, il devait pas se disperser. Il devait rester dans sa bulle. Et il devait rester focus sur sa course. Donc, c'est vrai que l'année pré-olympique, j'ai vu Fred très, très investi sur son objectif. Et je pense que c'est unique, quoi. C'est une année unique, un objectif unique. Et en tant que partenaire, ça a été hyper intense aussi, même le jour de la course. Parce que par contre, moi, je l'ai vu se préparer justement dans sa bulle, avec son gilet refroidissant parce que c'était à Pékin, il faisait chaud, humide. Et c'est vrai que j'ai toutes ces images qui me viennent en tête. Puis voilà, le cœur qui bat à fond pendant 2 heures à lui hurler dessus pour le soutenir. Et puis ça se joue à la fin sur quelques secondes entre chaque athlète. C'était une course incroyable. Et oui, c'était hyper intense, même de le vivre à côté. Et c'est un superbe souvenir aussi.
en tant que femme, même si j'étais athlète aussi en parallèle, mais ouais, c'était magique. On est aujourd'hui, on enregistre cette émission, on est en mi-février. Le parcours est encore long. Comment ça va se passer pour eux et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter ? Ouais, je pense que déjà, comme pour tout amateur qui prépare un objectif, l'objectif numéro 1, la règle numéro 1, c'est de ne pas se blesser. Et dans cette dernière ligne droite où on essaye, comme je disais tout à l'heure, de vraiment pousser les curseurs à fond, événement exceptionnel, préparation presque exceptionnelle, même s'il ne faudrait pas trop, de ne pas se blesser. Ça va être important parce que là, la frustration, elle est terrible. Donc, pas se blesser, arriver en forme. Et puis, on le répète, mais se qualifier. Parce que là, il y a 4 garçons pour 3 places. Donc, malheureusement, je leur souhaite à tous les 4 de se qualifier. C'est que c'est compliqué d'en choisir que 3. Et je plains le sélectionneur. Voilà, ne pas se blesser, arriver en forme. Et bien savoir gérer la pression. Donc, essayer de... Voilà, la phrase que je me répète parfois, c'est ne pas laisser l'enjeu passer avant le jeu. Donc garder le jeu avant l'enjeu. Pour les Jeux Olympiques, ça a encore plus de sens. Ne pas trop penser à cet paramètre que les Jeux Olympiques sont en France, que toute la pression est énorme et que tous les médias, les amis, la famille, tout le monde va nous pousser va les pousser. Moi, je m'y vois déjà. Va les pousser et vouloir qu'ils performent. Seulement, il faut réussir aussi un peu à se détacher de ça. Donc, garder l'objectif en tête, c'est-à-dire rester sur sa propre préparation, ne pas trop voir ce qui se passe autour, ne prendre que ce qu'il y a de bénéfique sur ce qui se passe autour, ne pas se blesser et se qualifier. Moi, je souhaite aux Français d'accumuler tout le positif, que ce soit des réseaux sociaux, des spectateurs qui seront au bord de la route pour se transcender et accomplir une performance exceptionnelle. En tout cas, nous, on sera là au bord pour les supporter et quelle que soit leur place, on sera fiers d'eux. Et vraiment, ça va être un magnifique spectacle à Paris, c'est unique. C'est des Jeux Olympiques en France, avec une équipe de France qui n'a jamais été à ce niveau-là. Donc moi, j'ai hâte de suivre ça. Et je leur souhaite bonne chance, bien sûr. Bonne course, les gars. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Le site MyTribe ? Voilà, alors nous, on a une actualité quand même très riche. Alors si entre les podcasts Specialized et notre site internet, on a plusieurs projets. Il y a MyTribe, donc l'accompagnement pour les athlètes, tout niveau, tout objectif. On a aussi une nouvelle plateforme d'entraînement qui marche super bien, qui est plutôt du coup à destination des coachs. Donc d'autres coachs peuvent l'utiliser et en ce moment on la présente bien aussi, idosport. Donc voilà, mytribe.fr, idosport.app. Nos réseaux sociaux, Charlotte Morel, Fred Bello, voilà, on est un peu partout si vous voulez nous suivre et on adore partager ce qu'on fait. Mille merci d'être venu ici à Specialized Aubagne et puis on se retrouve très bientôt. Ouais, merci Mika. Merci Mika. Top. Ouais, génial, un grand moment d'émotion ce podcast. J'ai hâte de le réécouter d'ailleurs. Découvrez l'univers Specialized sur www.specialized.com.